Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau Entreprum. Cet après-midi, nous allons parler de technologie. Nous avons un nouveau plateau avec des invités que vous n'avez jamais vus. C'est la première fois qu'ils participent à notre émission. Nous allons vous présenter Monsieur Manuel Mondésir. En plus, vous êtes de passage en Guadeloupe. Tout à fait. Donc, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Mais avec plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, nous expliquer ce que vous faites? Parce que c'est la première fois qu'on vous découvre. Alors, j'ai quand même une activité en Guadeloupe. Donc, moi, je suis le responsable, le directeur d'Arwitech. Qu'est-ce que c'est Arwitech? Arwitech, c'est un centre de formation et un cabinet de conseil autour du marketing digital. Donc, en termes d'activité, on a une activité notamment de formation. On va accompagner 3 types de publics: les demandeurs d'emploi, les collaborateurs d'entreprise et les chefs d'entreprise qui souhaitent monter en compétence sur le marketing digital. Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu. Et donc, on va déployer des formations qui sont des formations courtes ou longues, soit pour que les personnes puissent, avec le marketing digital, réussir à accélérer leur entreprise, ou soit aussi travailler sur la réinsertion, c'est-à-dire former sur les nouveaux métiers, notamment dans le monde de la communication digitale. Voilà. D'accord, Boba, c'est super ce que vous faites. On va revenir avec vous tout à l'heure. Nous sommes aussi avec Monsieur Bertrand Doury. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous aussi, vous faites un nouveau produit qui vient d'arriver. Est-ce que vous pouvez, pareil, vous présenter rapidement, nous expliquer ce que vous faites? Tout à fait. Donc, Bertrand Doury, en tout cas, ravi encore d'être parmi vous. Notre activité, donc la société Bisupply, est axée sur plusieurs axes de développement autour des nouvelles technologies, donc ce qu'on appelle les objets connectés. Après, je rentrerai peut-être un peu plus dans le détail, l'intelligence artificielle, et aujourd'hui des produits qui correspondent à des besoins du marché. Notamment les purificateurs d'air qui correspondent à une grosse problématique actuelle. Et si on reprend, qui va correspondre à un besoin de santé au-delà du Covid derrière, avec tout ce qu'on peut subir aujourd'hui sur le côté allergène, les côtés microparticules, les pollutions qu'on peut avoir dans l'air, et de lutter, que ce soit aussi bien pour la santé de sa famille ou dans les entreprises derrière. Donc on a aujourd'hui un produit qui correspond à ces besoins aujourd'hui et qu'on adresse au marché guadeloupéen et des Antilles. D'accord, bon, du coup, on va lancer avec vous, parce que cette histoire de purificateur d'air, on en a beaucoup entendu parler ces 2 dernières années. Donc, ouf que vous arriviez aussi maintenant. Vous nous avez envoyé une petite vidéo qu'on va regarder et après on va revenir avec vous. Avec grand plaisir. Protection des soins, des siens et en entreprise, la solution est le purificateur d'air pour vous débarrasser à hauteur de 99,6% des allergies, des virus, des polluants et de la Covid-19. Le produit est de fabrication française et testé et certifié par des laboratoires français et européens indépendants répondant aux recommandations du Haut Conseil et de la santé publique. Contactez-nous au 06 90 40 38 07 pour des informations complémentaires ou une démonstration by Bisupply. Alors déjà, c'est de fabrication française. Oui. Donc, bon, vous connaissez déjà, c'est pas que je n'aime pas les autres fabrications, mais c'est toujours mieux quand... C'est un point rassurant. Voilà, déjà c'est un point rassurant et en plus, ça veut dire qu'on a la capacité de faire des choses. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez lancé ce projet ou comment vous êtes arrivé à travailler sur ce produit? Alors, après, j'ai quelques années d'expérience qui aujourd'hui... m'ont permis d'aller dans différents pays et d'observer un peu les tendances du marché. On est arrivé en Guadeloupe. Malheureusement, il y avait le Covid. Et aujourd'hui, ce qu'on a remarqué, en tout cas en Guadeloupe, c'est que les gens étaient très attachés à la santé. Il y a un esprit familial et qu'il y avait des choses où on pouvait mettre des dispositifs complémentaires à tout ce qui peut exister aujourd'hui, entre les gestes barrières, les masques, le gel hydroalcoolique. Et aujourd'hui, si on prend le sujet des sargasses, si on prend la chlordécone, si on prend la pollution qu'on peut avoir avec les concentrations qu'on peut observer sur Jarry, on a un niveau de pollution aujourd'hui qu'on arrive à mesurer avec des capteurs, et que ça soit des problématiques de santé qu'on peut avoir à notre domicile ou dans l'entreprise, va permettre aujourd'hui de purifier cet air au sein de l'entreprise, au sein de mon habitat derrière. Donc je fais une barrière et une prévention pour que les gens soient prémunis, et on va purifier à 99,6% toutes ces particules derrière, parce qu'on a en fait 3 types de filtres
qui vont venir capter l'ensemble de ces polluants derrière. Et après, on a même ce qu'on appelle les lampes vermicides, qui vont venir détruire tout ce qui n'aura pas pu être capté dans ce purificateur. Et après, à destination, alors qui sera plutôt dans un environnement médical et un environnement cosmétique, ce qu'on appelle un système d'oxygène actif, et qui, en 60 minutes, va venir complètement purifier l'air de la pièce derrière. Ce n'est pas un produit adapté si vous êtes complètement ouvert sur des extérieurs. Aujourd'hui, si je prends des restaurateurs qui sont complètement ouverts vers l'extérieur, il n'y aura pas de nécessité. Mais pour les classes, les fameuses écoles, les classes, les collectivités, les points d'accueil, les EHPAD, exemple, l'endroit où on se trouve aujourd'hui, ça pourrait être un produit complètement adapté derrière. Et puis aussi pour lutter, parce que la clim est quand même un vecteur... Qui lâche des résidus, il me semble. Il aspire, il rejette, ouais. Mais il ne vient pas lutter contre toutes ces choses que je viens de vous citer au préalable. D'accord. Alors, c'est très intéressant en plus, puisque au niveau de la conception du produit, alors nous, on parle souvent d'écologie, on parle souvent de commencer vraiment à produire les choses chez nous de manière à respecter la biodiversité, de manière à respecter les matières premières. Et vous, enfin, le produit est conçu avec des matériaux non émissifs. Oui. Vous n'avez pas de colle, vous n'avez pas de peinture. Voilà. Vous êtes sur un kilométrage de tous les partenaires de Nateo Santé qui sont à moins de 100 km. C'est génial. Donc vous avez une empreinte carbone qui est réduite au maximum, émission zéro. Et puis surtout Nateo Santé aussi, pour dire, parce que c'est aussi le fondateur qui a créé cette société il y a une quinzaine d'années, qui a une présence, est présent dans plus de 50 pays. Et c'est eux-mêmes qui ont équipé, par exemple, les hôpitaux à Wuhan lorsqu'on a eu la première phase de la pandémie derrière. Donc voilà, donc c'est vraiment un produit qui est reconnu, validé par des laboratoires indépendants, qui est aujourd'hui reconnu par ses pairs. On a la Haute Santé qui a aussi validé ce produit-là. On a des cabinets externes. Donc voilà, on a vraiment un produit qui est aujourd'hui conforme et qui répond vraiment aux besoins derrière et qui correspond à tous les standards. Après, on a de l'intelligence artificielle qui est aussi embarquée sur ce produit-là, qui vous donne le niveau de la qualité de l'air, qui vous donne un niveau d'état des filtres, un historique. Donc on est vraiment sur un système de supervision, un système intelligent, qui n'est pas juste un produit comme on peut en trouver sur le marché à tout type de gamme de produits. Ça peut aller de 300 € jusqu'à des 4 000 ou 5 000 €. Mais aujourd'hui, voilà, on a un produit qui a été fait pour répondre à un besoin du marché et qui va, à mon avis, dans le temps, correspondre et rentrer dans des mœurs et des standards du marché. En plus, il est censé avoir une belle longévité puisqu'il n'y a pas d'obsolescence programmée. Donc non. Quel miracle par rapport à d'autres produits. Par rapport à tout maintenant. Donc voilà. Et c'est miraculeux. On a une garantie de 3 ans aussi sur le produit. En plus. Derrière. Donc, avec un recyclage des composants, franchement, c'est un produit qui est intéressant, même en termes de qualité de conception. Voilà. On est un peu, alors pas précurseur sur le marché, mais on est en avance de phase. Et l'idée, c'est de le rendre accessible à tout le monde, pour que tout le monde puisse en profiter, que ce soit le particulier, l'entreprise, et peu importe la typologie de l'entreprise, que ce soit 2 salariés ou 300 salariés, ou un particulier qui en a besoin, qui en exprime le besoin, par rapport à des problématiques, ça peut être allergène, ça peut être... Justement, par rapport à la crise du Covid, est-ce que vous avez déjà été voir les écoles, les établissements, le rectorat pour leur proposer ce produit pour nos enfants? Parce que, surtout avec toute cette histoire de masques, il a été reconnu maintenant que finalement, en Guadeloupe, c'est pas très bon avec les chaleurs qu'on a, que les enfants gardent le masque toute la journée. Beaucoup de parents demandaient ce genre d'outils, des purificateurs d'air. Est-ce que vous avez démarché ou vous avez été voir comment vous pouvez travailler avec les rectorats, ne serait-ce que pour les petites classes ou pas particulièrement? On a différents types de réseaux de distribution. D'accord. Effectivement, sur la partie collectivité, je ne pourrais pas rentrer dans le détail. Oui. Derrière, mais je pose la question parce que j'imagine que c'est la première chose que les gens vont se demander dans les écoles. Mais effectivement, il y a des sujets amorcés côté école, notamment maternelle, parce que je pense que c'est un point important pour sécuriser
les enfants. Il y a un deuxième volet, effectivement, collège et lycée autour de ça. Il y a tout ce qui va être un lieu public. Si je prends les collectivités, les mairies, par exemple, les EHPAD. Donc, c'est effectivement des sujets qui ont été amorcés, mais on est sur des cycles un peu de compréhension. Il faut évangéliser le produit, il faut le démocratiser, il faut le rendre accessible. Derrière, parce que c'est un peu comme le masque il y a 2 ans en arrière. On se disait non, je ne vais pas porter de masque, et aujourd'hui globalement tout le monde en porte. Donc je ne dis pas que tout le monde aura un purificateur, mais en tout cas ça apporte en tout cas des solutions dans ce dispositif-là. Et puis après il y a les entreprises privées aussi, parce que ça va, à titre d'exemple, vous mettez un purificateur, vous allez lutter aussi contre le taux d'absentéisme. Ah, ça a un tel impact? C'est un impact. On a aujourd'hui des statistiques, on a des études qui ont été faites en disant qu'effectivement on réduit l'impact du taux d'absentéisme. Donc pour le chef d'entreprise, ça a une certaine cohérence parce qu'il a moins d'absents. Il sécurise aussi ses employés, il y a du bien-être derrière. Et puis c'est aussi un engagement sociétal et responsable du chef d'entreprise ou de la collectivité de pouvoir mettre à disposition Donc il y a un certain nombre de purificateurs qui ont déjà été implémentés dans certaines collectivités, et ça apporte cette satisfaction derrière, parce qu'il y a du bien-être, on s'occupe de soi, puis quand on voit un peu aussi tout ce qui s'est pu se passer, c'est vrai que c'est des dispositifs complémentaires, mais c'est aussi faire preuve de montrer qu'il y a un engagement sociétal et responsable d'une entreprise, d'une collectivité vis-à-vis du public qui l'accueille et des gens avec qui il travaille. Donc on est vraiment sur la création de valeur interne et externe. Donc, vous créez la visibilité, vous responsabilisez, et du coup, vous avez des gens qui sont aussi plus productifs aussi autour de ça. Et est-ce qu'il y a un entretien? Est-ce que c'est comme la clim, ou comment ça se passe? Il n'y a pas d'entretien. En fait, vous avez un produit sur une durée de vie aujourd'hui qui est à peu près 12 mois, qui s'autogère tout seul derrière. Et après, vous avez des alertes en fonction du niveau d'évolution de l'état du filtre derrière, qui va vous donner, alors en fonction de l'univers dans lequel vous allez travailler, globalement, si vous êtes dans un univers professionnel type open space, bureau classique, vous êtes sur une durée de vie de 12 mois. Si vous êtes dans l'univers plutôt médical, on va plutôt réduire à 8, entre 6 et 8 mois. Et après, vous avez cet indicateur qui va vous dire à 80%, il faut changer les filtres. Donc c'est juste un bloc à enlever, à remettre. Derrière, il n'y a pas d'entretien à faire. Hormis nettoyer le produit de façon classique, comme toute surface on est plutôt sur un produit design. On peut le mettre en support mural derrière. On peut le mettre en fonction, si vous êtes dans un EHPAD ou dans une collectivité ou à votre domicile, si vous avez des personnes un peu à mobilité réduite, sur des chariots où du coup vous pouvez transporter le produit de façon simple, aisée. Et après, il y a tout un système de sécurité. Si je reprends l'exemple pour les enfants, notamment les maternelles, éviter que les enfants viennent toucher au produit et de toucher, d'appuyer, de l'éteindre, etc. Donc on a des systèmes de sécurisation aussi autour de ça. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces informations. Si on veut vous contacter pour les purificateurs, ça se passe comment? Alors, par téléphone, 06 90 40 38 07, ou par mail à contact@bisupply, BE-du-6, supply, SU2PLY.fr. D'accord. Pour une démonstration ou pour venir nous voir dans nos locaux. Eh ben voilà, donc n'hésitez pas. Vous êtes où? Vous êtes à Jarry? On est à Jarry, juste à côté. Ah ben voilà, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner pour les fameux purificateurs. En plus, on en a beaucoup entendu parler déjà au niveau national et sur notre territoire. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner. Monsieur Mondésir, je reviens vers vous. Alors, comment ça se passe de votre côté par rapport à votre activité professionnelle? En fait, je vais vous raconter une petite histoire. Allez-y. J'ai eu l'opportunité de voyager. Moi, j'ai été diplômé de HEC et après, j'ai eu des opportunités dans des groupes. Donc, j'ai pu travailler en Europe, en Afrique, au Brésil.
Et en revenant aux Antilles, j'avais envie, que ce soit en Guadeloupe, en Guyane ou en Martinique, de voir ce que ça voulait dire économiquement ces territoires, parce que je les avais quittés quand j'étais plus jeune. Donc voilà, tout ce qui était économie, je ne connaissais pas. Et donc j'ai eu envie de tester des projets au niveau de l'entrepreneuriat. J'avais monté ce qu'on appelle une start-up et je voulais la piloter depuis les Antilles. Et puis à un moment donné, j'ai eu une opportunité de pouvoir former des chefs d'entreprise, donc en l'occurrence c'était à la Chambre des métiers de l'artisanat, sur le marketing digital et en l'occurrence c'était sur les réseaux sociaux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait pas mal de choses à faire en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, sur l'acculturation parce que pour la première fois, c'était des leviers qui étaient activables. Quelles que soient les ressources financières aussi que l'on avait, après ça demandait une organisation. Mais globalement, il y avait entre guillemets, une peur, parce qu'on avait été chef d'entreprise sans cela, on avait réussi jusqu'à présent, donc pourquoi y aller? Et il y avait aussi le fait de se dire quel est vraiment l'impact. Voilà, donc ça a été vraiment un point où je me suis dit il faut réussir à mettre en place en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. D'ailleurs, je ne suis pas le seul, hein, aujourd'hui il y a pas mal de structures qui le font. Globalement des dispositifs pour aider, que ce soit les demandeurs d'emploi par rapport à ces métiers d'avenir, mais aussi les chefs d'entreprise et les collaborateurs d'entreprise pour monter en compétences sur le marketing digital et le digital de façon générale. Voilà. Donc vous êtes en train de nous dire que vous avez laissé des grandes entreprises et des grandes postes dans plein de pays du monde pour revenir développer votre territoire et faire la richesse de nos départements, parce que vous êtes en Martinique, vous êtes basé en Martinique, voilà, c'est ça? Je suis en Martinique et la structure, elle est déployée en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. On a des locaux à la Guadeloupe. Eh bien, merci, Monsieur Mondésir. C'est une très grande fierté pour nous. On adore lorsque nos jeunes sont là avec nous et développent. Franchement, c'est vraiment très important. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Surtout que vous avez dit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, la première chose, en fait, c'est qu'on a mis en place plusieurs dispositifs. La première chose, on pourra en reparler, c'est qu'on s'est dit que sur le marketing digital, sur les usages du digital, sur les usages des réseaux sociaux, on avait des chiffres en France hexagonale, mais on n'avait pas suffisamment de chiffres en Guadeloupe, en Martinique et à la Guyane. Donc on a pas mal parlé, on pourra en parler aujourd'hui. On a sorti une étude de 45 pages par territoire où on décrit globalement les usages au niveau des réseaux sociaux en Guadeloupe, les tendances, etc. Qu'est-ce que ça veut dire en tant que particulier? Qu'est-ce que ça veut dire aussi en tant que chef d'entreprise? Donc ça, c'est le cabinet qui se charge de ça, où on produit globalement des études pour véritablement installer concrètement ce que ça veut dire aujourd'hui le marketing digital, les réseaux sociaux pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Et puis la deuxième chose, c'est les formations. En fait, on s'est rendu compte qu'il fallait réussir à déployer des formations en fonction de la typologie des acteurs. Un demandeur d'emploi, pour nous, on accueille deux types de demandeurs d'emploi. Le demandeur d'emploi qui est porteur de projet, donc qui est en Guadeloupe et qui veut créer son propre emploi. Et en fait, nous, avec les fondamentaux du marketing digital, donc il y a une formation que l'on a créée, on s'est dit que l'on souhaite enseigner de façon pratique ce qui nous a permis, nous, en tant qu'entreprise basée en Guadeloupe, en tant qu'entreprise basée en Martinique, en tant qu'entreprise basée en Guyane, d'arriver à prospérer. On n'est pas une multinationale, mais on est globalement une entreprise où aujourd'hui, on a une dizaine de collaborateurs, c'est une entreprise qui vit, et on s'est rendu compte que les compétences qu'on avait dans le marketing digital, les compétences que moi j'avais acquises au fur et à mesure en Europe, en Afrique, au Brésil, notamment sur des projets de start-up que j'ai pu lancer, ces compétences, elles étaient potentiellement utiles pour tout un chacun. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, du coup, pour ces publics-là, on peut être sur une durée un peu longue. Alors, ce qu'on appelle longue, nous, on a des accompagnements de 3 mois où on embarque des demandeurs d'emploi. Et en gros, le deal, c'est de dire qu'on ne vient pas faire de la théorie, on vient faire de la pratique. C'est-à-dire que quand on est demandeur d'emploi, on va essayer de se focaliser soit sur un vrai projet, puisque nous, on est vraiment passionnés par l'entrepreneuriat. On veut qu'il y ait le plus de personnes qui tentent l'aventure. Ah oui, c'est génial. Donc, on invite en fait tous ceux qui rejoignent notre formation à essayer de lancer un projet
Alors pour certains, ils sont vraiment porteurs de projets, donc du coup ils lancent leur propre projet. Ils ont 3 mois pour déployer leur projet avec tous les piliers du marketing digital, tant au niveau de la visibilité, comment faire pour qu'on soit visible, pour qu'on nous trouve, tant au niveau de la relation client, comment mettre en place la communication pour échanger avec ses clients, là où ils veulent qu'on communique avec eux, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, via mail, etc. Et puis, comment réussir à générer du chiffre d'affaires, à piloter ce chiffre d'affaires, à gérer la relation client. Voilà. Donc, c'est ce qu'on apprend aux porteurs de projets et ils arrivent à bâtir en 3 mois cette visibilité, cette relation client pour leur projet. Et puis, ceux qui n'ont pas de projet, on leur demande de créer un projet. Donc, nous, on a un projet fictif. Oui, globalement, on a créé une formation où ils sont, entre guillemets, c'est un petit jeu, mais contre Anaïs, qui, elle, monte son entreprise et on voit ce qu'elle fait. Et puis, eux, ils doivent monter la leur. Et donc, ça permet quoi? Ça permet que même pour les gens qui ne sont pas entrepreneurs, les demandeurs d'emploi qui ne sont pas entrepreneurs, quand ils rentrent, quand ils retrouvent un emploi dans une entreprise en Guadeloupe, qui ne sont pas simplement dans une position où ils vont attendre qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Bien évidemment, ils sont au service de l'entreprise qu'ils rejoignent, mais ils vont pouvoir être aussi proactifs, essayer d'identifier là où l'entreprise doit, entre guillemets, réussir sa transition. Alors là, on parle de transition digitale en termes de visibilité. Est-ce que l'entreprise a un site web? Est-ce qu'elle communique de façon efficace sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle a mis en place de la publicité sur les réseaux sociaux qui lui permettent de capter les clients? Est-ce qu'elle a bien référencé son site pour qu'on puisse trouver ce site internet, etc., etc. Donc globalement, on met en place des demandeurs d'emploi qui certes redeviennent salariés, mais sont actifs, vont pouvoir en fait agir comme des ambassadeurs au sein des très petites entreprises, puisque c'est le tissu qu'on a en Guadeloupe, pour véritablement faire monter le niveau au niveau marketing digital pour accélérer les entreprises. Globalement, ce que nous on vit au niveau de notre entreprise, c'est le fait que, avec ce qu'on a mis en place au sein de notre entreprise, on arrive finalement à payer convenablement parce qu'on a fait des gains en productivité, parce qu'on sait utiliser les outils qui nous permettent d'arriver à servir avec une satisfaction, par exemple 100 clients ou une centaine de clients, ce qui ne serait pas le cas si on n'avait pas ces outils. Voilà. D'accord. Donc, pour ces demandeurs d'emploi, on fait des formations longues. Mais pour les collaborateurs d'entreprise, là, pour le coup, on est plus sur des formations très précisément sur des thématiques, parce que les collaborateurs d'entreprise, ils ont aussi des enjeux en termes de présence, ils doivent délivrer. Et puis les chefs d'entreprise, là, on s'organise aussi au niveau du temps. On sait que les chefs d'entreprise, souvent, quand ils quittent leur emploi, surtout sur les petites structures, ils ont l'impression de se dire « Waouh, aujourd'hui, je n'ai pas produit, je n'ai pas fait rentrer de chiffre d'affaires ». Donc, c'est tout l'enjeu d'arriver à faire monter en compétence les chefs d'entreprise et adapter le temps, notamment sur des horaires du soir, des horaires du midi, des parcours où ils vont être disponibles, enfin ils vont être mobilisés juste 2 heures, mais pour réussir vraiment à les faire monter en compétence sur les problématiques concrètes, donc en ayant fait d'abord un audit sur véritablement là où ils ont besoin de progresser. D'accord, j'imagine que vous formez pour des métiers tels que les community managers. C'est ça, donc allez-y. Alors, je vous pose la question, puisqu'il n'y a pas très longtemps, nous avons reçu une entreprise qui nous dit qu'il n'arrivait pas à trouver de community manager. Pourtant, on en a quand même pas mal sur le territoire. Est-ce qu'il y a des choses différentes à savoir quand on est community manager pour pouvoir répondre aux besoins de toutes les sociétés, les entreprises différentes? Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc le métier du community manager, pour expliquer pour le public qui nous reçoit, qui nous écoute, c'est donc le fait de pouvoir gérer les communautés donc, qui sont présentes sur les différents réseaux sociaux. Donc Facebook, on voit les logos là, donc Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat. Donc gérer ces communautés, faire, entre guillemets, grandir la marque d'une entreprise, communiquer avec les clients pour leur donner satisfaction, communiquer avec les prospects aussi pour essayer de faire qu'ils deviennent clients, gérer les problématiques. Donc on parle par exemple de problématiques où il va y avoir un enjeu avec un client qui est mécontent. Comment on gère cela? Comment gérer aussi ce qu'on appelle les bad buzz, quand tout d'un coup, là c'est généralisé, c'est plusieurs clients, c'est un mouvement qui se crée où on est mécontent par rapport à l'entreprise. Donc ça, c'est le métier de community manager. Voilà. Donc il y a des compétences qui sont des compétences, entre guillemets, transverses qu'on peut avoir quand on a été formé, par exemple, en France hexagonale ou en Guadeloupe. Maintenant, nous, ce qu'on a essayé de faire à notre niveau, à WeTech, c'est d'apporter pour tous les community managers, toutes les agences, des données. On se rend compte, par exemple, que WhatsApp
est une application qui a beaucoup plus de succès en Guadeloupe qu'en France hexagonale. Voilà, la Guadeloupe étant connectée à des diasporas, ça n'a strictement rien à voir. Et d'ailleurs, la frontière est vraiment ténue entre un WhatsApp qui serait utilisé à titre particulier ou à titre professionnel, ce qui peut d'ailleurs interroger sur la sécurité. Il va y avoir plein de choses comme ça. Nous, on a produit énormément de données qui permettent à un community manager qui a été formé en Guadeloupe par nous ou par d'autres structures, parce qu'il y a des structures vraiment très très bien en Guadeloupe pour cela, mais aussi des données, des points d'ancrage pour comprendre comment les gens se comportent sur Facebook, Instagram, TikTok, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Voilà. Mais a priori, pour répondre à ces chefs d'entreprise qui ne trouvaient pas, effectivement, on voit que de plus en plus, donc Awitech mais d'autres centres de formation investissent sur cette demande-là. Parce qu'en fait, la crise Covid a été un vrai détonateur. Oui, on a vu avec Zoom, tout a explosé au niveau informatique, pour les papiers, pour tout. Exactement. En fait, ça a été un électrochoc. Les entreprises se sont rendues compte que du jour au lendemain, leur commerce étant fermé, les points physiques étant fermés, que la seule façon de communiquer avec les clients, c'était via le digital, via les plateformes qu'eux utilisaient déjà, que ce soit WhatsApp, les réseaux sociaux, qu'effectivement pour le monde du travail, il fallait réussir à mettre en place un système de collaboration via des outils. Donc ça a été un vrai électrochoc qui fait que du jour au lendemain, des entreprises qui disaient « Ah bon, ça ne m'intéresse pas », elles se sont dit « Ok, ça y est, j'ai compris l'intérêt. » C'est aussi ça, le Covid. Et donc, il y a une demande, effectivement, qu'il faut pouvoir, à laquelle il faut pouvoir répondre par la formation de professionnels, notamment des community managers en Guadeloupe. D'accord, c'est super. Du coup, votre centre de formation, il est où? Alors, nous, on est à Moudong Sud. Mais en fait, on a profité, entre guillemets, du Covid pour passer totalement en distanciel. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que pour les demandeurs d'emploi, nous, on a des ordinateurs qu'on met à disposition, donc sans frais. Donc, un demandeur d'emploi qui veut faire une formation avec nous en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, on va lui remettre un ordinateur qui est déjà préconfiguré pour la formation. Et puis, il va faire sa formation. Donc, soit il a accès à Internet chez lui, ou soit on a un partenariat avec différentes entités en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, pour qu'il soit au plus près de chez lui pour pouvoir avoir le réseau nécessaire en termes de débit, puisqu'on a 3 modalités pour une seule formation. On a ce qu'on appelle l'e-learning, donc le fait de se former en ligne. Donc ça, on a créé du contenu, et le contenu, on l'a créé, pensé pour les Antilles-Guyane. Donc on me voit, moi, en train de parler des spécificités du marketing digital dans ces vidéos. D'accord. Après, on a des activités que l'on va donner aux différents porteurs de projets. Et puis, 2 fois par semaine, on se réunit en session collective. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est à distance, mais à cette proximité, puisque, comme je le disais tout à l'heure, nos formateurs, ils ont 3 choses qui sont intéressantes. Premièrement, ils ne sont pas formateurs de métier, ils sont eux-mêmes chefs d'entreprise. C'est ça leur métier. Ils sont chefs d'entreprise et ils consacrent 2 à 4 heures de leur temps par semaine à former. Et nous, on les a formés à la pédagogie. Mais eux, ils sont chefs d'entreprise. Donc, ils parlent vrai. Ils savent de quoi ils parlent quand ils parlent de la réalité du chef d'entreprise en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane. C'est génial, ça, déjà. Et puis, la dernière chose qu'on fait, c'est le triptyque de notre accompagnement, c'est qu'on a du mentoring, de l'accompagnement personnalisé, soit avec ces formateurs-là, ou soit avec tout un réseau qu'on élargit au fur et à mesure, à chaque fois que je rencontre des gens avec des personnalités, pour faire que les demandeurs d'emploi, mais toutes les personnes qui viennent, aient un accompagnement en privé. Parce qu'il y a des fois où on ne souhaite pas, du coup, faire part de quelque chose. Même si c'est une formation marketing digital, on se rend compte des fois qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de confiance. En eux-mêmes. En eux. Donc, on a des coachs pour le développement personnel. On a des gens qui aident au niveau de l'orthographe, au niveau de la grammaire, parce que ça peut être un frein. Si on le détecte, on ne va pas mettre l'index sur la personne, mais on va essayer de déployer. Donc, en fait, on a essayé de créer tout un écosystème qui, même si c'est une formation en distanciel, que la personne ait l'impression qu'en fait, elle a eu toujours des personnes autour d'elle durant la formation. Donc, elle a, entre guillemets, le bénéfice de la formation à distance. Elle peut s'organiser, elle peut rester chez elle ou aller dans les points. Et en même temps, elle a le bénéfice du réseau, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est ensemble et c'est quand même assez appréciable. Bon, franchement, c'est super ce que vous faites. Franchement, félicitations, c'est très très bien. Et c'est vraiment super d'être revenu. Moi, je suis... tant que nos jeunes peuvent revenir et nous aider à développer, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Vous l'avez vu, vous l'avez constaté vous-même. Il y a tellement de choses à faire sur nos territoires que surtout, c'est très important. Plus on a du monde qui revient pour aider un petit peu, que ce soit nos responsables ou quoi, à mettre tout ça en place, mieux c'est. Allez-y. Si je peux me permettre. Oui.
je n'ai pas cité les entreprises, mais j'ai effectivement travaillé dans des entreprises qui sont dans le CAC 40, que ce soit en France, en Europe, en Afrique, au Brésil. Mais pour être tout à fait honnête, je prends beaucoup plus de plaisir aujourd'hui à travailler en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane, parce qu'en fait, même à titre personnel et avec nos équipes, quand vous apportez de la compétence... C'est de la construction, vous construisez quelque chose. On se construit soi-même, on voit l'impact. Oui, parce que vous construisez la société, on en a besoin. Voilà, on voit l'impact. On voit les gens viennent, et c'est une personne, voilà, c'est Thierry, c'est Camille qui vient vous remercier pour dire, voilà Manuel, voyez, j'ai eu les résultats. Donc il y a aussi ce côté où quelquefois quand on accompagne, quand on est dans des grandes entreprises, ben, on est un maillon, et donc un maillon de la chaîne, et potentiellement, le temps qu'il y ait de l'impact, eh bien, ça va prendre 12 mois, 24 mois, etc. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu votre contribution. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant parce qu'il y a toute cette collaboration. Mais ça veut dire que moi, à titre personnel, c'est vrai que d'être revenu au pays, entre guillemets, et de pouvoir avoir de l'impact sur des personnes, partager ce qui a pu fonctionner pour moi par le biais de la formation, c'est vrai que pour moi aussi, c'est très valorisant. Exactement. Surtout que dans les grandes entreprises, vous les enrichissez, on va dire, alors que nous, on a besoin de vous. Allez-y. Non, je n'ai pas donné mon parcours, mais on a un parcours un peu similaire, parce que moi, j'ai fait l'ESSEC, entre autres. Et effectivement, ma venue ici, je ne connaissais pas la Guadeloupe et la Martinique, mais c'est vrai de rencontrer les gens d'ici et de porter cette création de valeur autour de ça et de construire quelque chose, un modèle un peu différent de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'il y a eu par le passé. Je suis totalement en phase sur ce que tu disais. Donc, et c'est vrai d'avoir quelqu'un aujourd'hui, j'ai fait un peu de formation aussi par le passé sur des sujets, pas forcément sur la partie digitale, mais sur de la transformation du pilotage de BU, pilotage d'achat. Et on voit les gens, effectivement, c'est le côté théorique, c'est plus ça qu'ils cherchent. C'est effectivement un côté très opérationnel et qui comprennent les enjeux d'aujourd'hui et de leur donner cette vision un peu plus globale, un peu plus générale, pour se dire, ok, je suis armé aujourd'hui pour aller soit construire sur un département d'outre-mer ou éventuellement partir vers d'autres cieux. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vécu depuis 2 ans, je pense qu'aujourd'hui, on peut travailler en Guadeloupe, on peut travailler en Martinique, en Guyane. Il y a tout à faire. On a aujourd'hui tous les outils qui nous permettent de communiquer à travers le digital et qu'on soit présent en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Après, il faut avoir un acte présentiel derrière. Mais après, ça se finance. C'est dans des cadres de projet. Donc voilà, c'était juste pour dire oui, j'étais tout à fait en phase. Alors, merci messieurs pour cette présentation de vos entreprises respectives. J'ai une question. Je voudrais qu'on parle un petit peu de l'actualité, de la situation actuelle. Vous êtes dans la technologie tous les deux. On va parler, je vais vous poser une question par rapport à ce qui se passe en Russie. On ne va pas aborder du tout le côté militaire. Moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Par contre, je voudrais aborder avec vous la partie cybersécurité. Et la partie, alors je disais, Facebook par exemple et Instagram ont été interdits en Russie. Bon, aujourd'hui c'est la Russie, mais par le passé ça a été dans d'autres pays ou bien d'autres réseaux sociaux. Alors comment ça fonctionne ça quand un réseau social est interdit dans un pays, quand il ne peut pas diffuser, ça se passe comment ? Alors, je vais parler pour ceux que je maîtrise et puis Bertrand pourra compléter. Globalement, il faut c'est physiquement que ça se passe, le digital, même si on a l'impression que c'est un petit peu dans l'air. Que c'est virtuel. Il faut bien que ça passe quelque part. Voilà, il y a des câbles, il y a des connexions. Donc, pour qu'un pays soit coupé, par exemple, sur Internet, soit ça va être de l'externe, ou soit ça va être de l'interne. Par exemple, c'est arrivé assez souvent que ce soit des pays eux-mêmes qui demandent à ce qu'un réseau social soit coupé. C'est arrivé au Brésil, à un moment donné, on a coupé WhatsApp, en Russie, au Maroc, etc. Donc là, en fait, il y a plusieurs options. Soit on va carrément aller sur les câbles ou les connexions physiquement. Ou soit on peut, et ça c'est le plus simple, c'est un territoire, un gouvernement, un État peut appeler les fournisseurs d'accès pour demander simplement de couper. Voilà, donc ça se joue au niveau des DNS, bon c'est pas très important, mais c'est aussi simple que ça. D'accord. Voilà. Alors ce qui est intéressant pour la Russie, c'est
qu'aujourd'hui, même si on ne va pas rentrer dans la partie actualité, mais on vit le monde... Enfin, de la partie militaire. La oui, partie on est militaire, dans la partie actualité. Mais c'est qu'on vit le monde par le prisme occidental. Oui. Donc on a l'impression que Facebook, c'est important pour un Russe. Alors qu'ils ont leur propre réseau social de toute façon. On a l'impression que WhatsApp, c'est important pour un Russe. On a l'impression qu'Amazon, c'est important pour un Russe. Alors qu'on a l'impression que Google, c'est important pour un Russe. Ils ont leur propre réseau. Alors que pas du tout. Voilà. Et c'est ça où il ne faut pas tomber dans le piège, entre guillemets, des GAFAM ou des très grandes entreprises. Quand elles font des annonces, c'est des annonces qui sont calculées quand même. Juste à titre d'information, voilà, le moteur de recherche en Russie le plus utilisé, c'est pas Google, oui. Alors que voilà, en Guadeloupe, d'ailleurs même Facebook non plus, c'est pas. Facebook non plus, voilà. Donc il y a Yandex. La même chose en Chine. Voilà. Oui, ils ont aussi leur propre. Et je crois qu'il y a que l'Afrique qui n'a pas vraiment son réseau social en tant que continent. Aujourd'hui, ça arrive, mais c'est Orange sont pas. Qui est leader sur le marché. Voilà. Et ils ont Facebook. Donc Facebook, c'est États-Unis, Afrique et Europe, je crois. C'est ça. Voilà. Donc, effectivement, sur les pays asiatiques, et notamment en Chine, ils ont leur propre réseau. Donc, quand Facebook dit on coupe, en fait, ils se coupent de moins d'1% de leur chiffre d'affaires. Quand un WhatsApp dit un coupe, quand un Google dit un coupe, etc. En fait, voilà, je préfère le dire, c'est de la communication. Et il y a, pour le moment, en tout cas sur ces actions-là, aucun impact. C'est-à-dire que pour ceux qui prennent la décision, quand un Apple dit qu'on ne distribue plus d'iPhone, ils se coupent de moins d'1% de leur chiffre d'affaires. Oui. Et ça n'a pas d'impact non plus pour la Russie parce que les Russes, entre guillemets, ce n'était pas sur ces réseaux, ces plateformes qu'ils étaient. Ça va se jouer après sur d'autres enjeux. Alors la Chine est en embuscade. Hein. Vous avez vu qu'à chaque fois qu'il y a des mesures qui sont prises, la Chine dit... Ils s'activent derrière, on va récupérer le marché. Pour récupérer le marché. Voilà. Alors il y a des marchés où ça va être un petit peu plus compliqué, c'est sur le cloud notamment. Par exemple, la communication professionnelle, Microsoft est bien implanté. Voilà, nous, ce qu'on utilise, les mails, Outlook, etc., ça, pour le coup, c'est bien implanté en Russie. Et pour le coup, c'est les États-Unis qui sont leaders sur ça. Et puis les semi-conducteurs aussi. Voilà. Mais à part ces deux enjeux un petit peu technologiques, la Russie, soit de façon autonome ou soit via la Chine en embuscade, a priori, devrait réussir à s'en sortir. Voilà. D'accord. Et comment ça se passe au niveau de la cyberattaque, la cybersécurité? On en a beaucoup entendu parler aussi de ça. Je vais vous donner un exemple. Alors, pas forcément qui vient de la Russie ou autre, mais qui pourrait être d'une provenance russe, américaine ou africaine. Prenez l'exemple d'un hôtelier qui a, imaginons, une quarantaine de chambres, qui a un restaurant, qui est aujourd'hui présent sur... alors, je ne vais pas parler de Chanel, mais qui est présent sur du Booking, du Airbnb, présent sur différents sites de réservation. Va capter un certain nombre de flux d'informations, qui va recevoir des données personnelles, donc le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse mail, la carte bancaire, qui sera peut-être pas forcément cryptée autour de ça. Et puis autour de ça, vous avez un hôtel qui va potentiellement communiquer avec ces mêmes voyageurs, qui va leur dire mais passez pas par cette plateforme, envoyez-moi votre numéro de carte bleue. Surtout que maintenant on appelle beaucoup. Hein. On appelle, on envoie des mails, par carte, on envoie par WhatsApp, on envoie par Messenger. Enfin, on utilise tous les médias qui sont à notre disposition, et même encore le fax, hein, même si on pense que le fax aujourd'hui est obsolète, mais il y a encore en France 40% d'utilisation de fax, ne serait-ce que pour passer des commandes à titre d'exemple. Et puis après, on a des outils qui sont sous des versions qui sont un peu obsolètes. On va parler de Windows 98 et 95. Il y a encore des machines qui tournent comme ça. Par exemple, si je prends l'exemple dans les hôpitaux, où vous allez avoir des cyberattaques et on va bloquer éventuellement une machine qui va vous faire un IRM ou un scanner. Et qu'on va bloquer tout le système. On peut s'introduire, parce qu'il y a des systèmes qui sont sur des vieux systèmes d'exploitation et on n'a pas mis les barrières de telle façon à pouvoir parer ce genre d'attaque, et on va rentrer sur vos dossiers médicaux. Et on peut paralyser complètement un hôpital. Donc si je reprends l'exemple de l'hôtel, ça va être simplement, je vais couper complètement sa visibilité, sa communication avec ses clients, et je vais venir faire du rançonning ou du phishing en demandant une rançon en contrepartie de le laisser se reprendre une activité normale. Et on a eu des cas d'entreprise, si je prends l'exemple dernièrement en Suède, un distributeur qui a à peu près 800 magasins, toutes ces caisses étaient bloquées. Mais justement, en Guadeloupe, on a eu des cyberattaques l'an dernier.
Alors, j'ai pas forcément vous n'étiez pas là, peut-être? J'étais pas là pour l'instant, je n'avais pas forcément la visibilité, mais pour l'avoir vécu, effectivement, ça implique parfois, c'est pas grand-chose, c'est pas des gros investissements, mais de mettre effectivement un produit qui va venir contrecarrer ces systèmes-là, un peu de formation aussi, puis de pédagogie autour de ça. Donc c'est vraiment entre l'outil qui va venir prémunir ce type d'attaque et la pédagogie pour expliquer aux chefs d'entreprise ou aux collaborateurs. Un exemple, vous venez avec votre PC, vous mettez une clé USB alors que vous avez été chez vous sur votre PC personnel, vous la remettez sur votre PC professionnel. Le virus. Vous avez un virus. Et là, c'est tout le système qui est attaqué derrière. Donc aujourd'hui, les sources, elles sont multiples derrière. Et donc, du coup, vous pouvez effectivement avoir des demandes de rançon. Alors, je ne vais pas rentrer dans un extrême, mais si vous allez par exemple sur des sites un peu type pornographique ou autre, ben, vous avez des sociétés qui sont spécialisées pour voir ce qui se passe sur une toile et qui vont venir vous demander des rançons, sinon ils vont diffuser les photos privées. Des photos privées, etc. On a vu ça avec les stars déjà dans le passé. Mais ça se passe même au-delà des stars, hein, sur des personnes tout à fait singulières ou autres. Donc aujourd'hui, à travers le digital, vous êtes complètement exposé, que ce soit du Facebook, de l'Instagram, du LinkedIn, etc. Donc il faut faire attention à ces axes de communication. Ça peut avoir des incidences côté personnel comme côté professionnel. Donc aujourd'hui, il faut qu'effectivement, pas les particuliers, mais en tout cas, que le particulier, en tout cas, a un outil propre et qui soit sécurisé sur son ordinateur personnel, et les professionnels soient équipés pour s'éviter de se retrouver. Ce qu'on peut dire, effectivement, un produit va me coûter peut-être 1 000 € à l'année, mais si je ne le prends pas, ok, j'économise peut-être 1 000 €, mais in fine, si je me fais attaquer par une cyberattaque, je peux me retrouver dans un scénario qui soit très compliqué. Et puis après, c'est toute la chaîne de clients derrière qui est impactée derrière. Et puis après, ça peut avoir un impact localement sur un hôtel, avoir des répercussions sur l'ensemble de la chaîne, parce que le client a pu aller aussi dans d'autres établissements. Donc et derrière, ça peut être éventuellement aussi un pays, une ville ou d'autres établissements qui soient impactés. Est-ce que vous étiez en Martinique peut-être l'année dernière? Vous avez entendu parler je crois qu'on en a eu 2, nous, sur le territoire de Guadeloupe. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour la Martinique, mais c'est toute l'île qui a été touchée. Donc, est-ce que vous savez ce qui s'est passé ou comment ça s'est passé? D'accord. Je n'ai pas eu d'informations. Pour compléter ce qui est dit, je pense que sur ces sujets, effectivement, il faut se former, se préparer, mais il ne faut pas non plus qu'on tombe dans quelque chose où on va effrayer. Que ce soit les particuliers ou les professionnels, en tout cas en France, et donc on y a accès depuis pour la Guadeloupe, la Martinique, il y a tout un effort de vulgarisation qui a été fait. Vous avez par exemple une plateforme qui s'appelle Cybermalveillance, qui est alimentée par le gouvernement et qui a 2 entrées, une entrée pour les particuliers et une entrée pour les professionnels, et qui explique déjà quels sont les principes de base à mettre en place, les enjeux, mais aussi les fondamentaux, les règles à suivre, basiques en fait. Souvent, en fait, malheureusement, une cyberattaque, c'est simplement le fait qu'on n'a pas mis un code de protection sur son téléphone ou sur son ordinateur, ou qu'on est allé consulter ses mails dans un café, qu'on ne s'est pas déconnecté, etc. Le fameux virus et tout. Voilà. Donc en fait, même s'il faut prendre ce sujet très au sérieux et qu'il y a des professionnels qui s'en chargent, à titre personnel, que ce soit en tant que particulier, mais aussi en tant que professionnel, il y a déjà énormément de ressources qui existent et qui permettent de monter en compétence pour déjà avoir des gestes simples pour se prémunir. D'accord. Alors, rapidement, avant que je donne les offres d'emploi, j'ai une dernière question par rapport à l'actualité, à ce qui se passe en Russie, etc. On a entendu que alors, je ne sais pas, les récepteurs, peut-être, de l'Ukraine ont été détruits et qu'ils ont demandé à Elon Musk de leur donner... Alors, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si vous voulez... Vas-y, je t'en prie. Donc, pour expliquer...
à tout le monde. Donc Elon Musk, c'est un entrepreneur assez célèbre, enfin multi-entrepreneur. Donc voilà, donc le fondateur de PayPal, le fondateur de Tesla et le fondateur aussi du coup de cette technologie qui s'appelle Starlink. Donc en gros, le principe de Starlink, c'est donc d'envoyer des dispositifs, donc des satellites, qui permettent en fait de connecter les signaux. Allez-y. De connecter en fait à Internet des zones qui seraient difficilement connectables s'il fallait déployer des réseaux. Mais c'est ce qu'il nous faut, à nos zones blanches en Guadeloupe. Je vais vous donner un autre exemple un peu équivalent, mais c'est-à-dire que par exemple quand vous luttez sur le système des GOFAS, donc les trafiquants de drogue, aujourd'hui vous allez positionner un mouchard sur un bateau, vous allez suivre des bâtiments, et tout ça est suivi de façon satellitaire. Donc vous pouvez couvrir aujourd'hui aussi bien sur une zone où vous êtes en 3G, 4G ou 5G, et le satellite est plutôt prévu sur des zones, ce qu'on appelle des zones blanches, et ça vous permet d'avoir un niveau de précision, à la différence du GSM, un point de précision à 5 mètres. D'accord, c'est Donc pas mal. aujourd'hui, c'est un peu la technologie, en fait, c'est du nano-satellitaire. C'est pas le satellite qui fait le tour, où vous avez un point toutes les 4 heures qui va revenir. En fait, on est plutôt sur des phénomènes pas statiques. Mais, Donc il a ses propres stations, en fait, là-haut. non, il utilise aujourd'hui le réseau Qui est déjà positionné. Et vous payez une interconnexion. D'accord. Un peu pour vous donner l'exemple, quand vous êtes, je sais pas, vous partez aux États-Unis, ce qu'on appelle le roaming dans le jargon des télécoms. Ce qu'on a supprimé chez nous. Tant mieux. Et vous avez effectivement cette interconnexion qui fait que vous passez d'un opérateur à un autre. On a eu ça pendant des années, heureusement, ça a été, on va dire, aboli. C'est un peu le même schéma, et à un moment donné, en fonction de votre point de situation, vous aurez un meilleur, et effectivement, niveau de précision derrière, ce qui permet, alors pas pour tout non plus le grand public, mais en tout cas d'avoir un réseau Internet qui permette de communiquer derrière, qui pour autant coupe le réseau GSM autour de ça. Donc pour terminer sur ce point, donc le fait d'avoir Starlink déployé, ça permet que même si l'infrastructure physique est détruite, en gros, il a dit donc qu'il mettrait à disposition l'Internet satellitaire pour les Ukrainiens. Donc à voir, attention, Elon Musk, c'est aussi quelqu'un qui sait très bien manier la presse, qui sait très bien gérer la communication. Hein. Notamment, c'est le roi pour faire diminuer et hausser le cours des crypto-monnaies. Donc, à voir, est-ce que c'est vraiment un engagement humanitaire, est-ce que c'est un coup de communication, il faut quand même faire attention, mais en tout cas, il a mis ça à disposition. Maintenant, du coup, ça fait que le fait qu'il l'ait communiqué, ça fait aussi que potentiellement, c'est une cible identifiée aussi pour se dire comment on fait potentiellement pour couper cela. Quoi. Mais ça veut dire que ce qu'il a mis Il à disposition... n'a pas forcément mis en place, parce que ces avions et ces bâtiments se sont fait bloquer aujourd'hui. Donc pour l'instant, le réseau n'est pas du tout... D'accord, j'allais demander, en fait, si ça couvre tout, c'est-à-dire téléphone portable et télévision. Pas téléphone portable. On est vraiment sur du satellitaire. Donc on va être sur de l'internet. Donc si vous avez plus d'antenne physique pour retransmettre quelque chose, le réseau GSM opérateur, ce qu'on a en physique, les antennes sont coupées. D'accord. Vous passez que par la partie satellitaire. D'accord. C'est deux choses différentes. D'accord. Merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces informations. Les offres d'emploi, un petit rappel sur ce qu'il y a, ça va s'afficher tout de suite. Vous connaissez déjà notre partenaire Officium Conseil, donc Yannick Gotham, qui est un jeune Guadeloupéen qui est aussi revenu en Guadeloupe. Donc si vous êtes spécialisé dans la vision, la bijouterie, prise de recul, le process ou l'expertise, allez postuler parce qu'il y a des postes en ce moment. Donc n'hésitez pas à le contacter. Si vous êtes dans le médico-social, la comptabilité, si vous savez travailler en équipe, en groupe, et si vous avez un esprit analytique, il y a des emplois qui sont disponibles en ce moment pour vous. En Guadeloupe, on cherche aussi un lead développeur. Alors, ça veut dire quoi un lead développeur ? Alors, du coup, c'est de l'anglais. Donc, c'est quelqu'un qui va pouvoir gérer un projet ou une équipe. Donc, c'est quelqu'un qui sait développer,
mais qui va être en lead, entre guillemets. Voilà. Mais c'est sur de l'informatique. C'est de l'informatique là pour le coup. Voilà, c'était ma question de la semaine dernière quand on a reçu l'autre. Donc c'est bien ça, c'est de l'informatique. Et c'est un poste en Guadeloupe. Donc n'hésitez pas, si c'est votre métier, à postuler. On recherche aussi un agent comptable ou une, bien évidemment. Donc pour service comptabilité étant central pour pouvoir gérer l'équipe et la durabilité de l'entreprise, on recherche un coiffeur, toujours en Guadeloupe. Vous savez, n'hésitez pas. C'est pour diriger un salon. Hein. Donc, vous connaissez déjà les moyennes des payes des offres d'emploi que je vous donne. C'est toujours, on va dire, ça commence à 2000 €, 2003 en général. Ça va jusqu'à 3000 et quelques. Donc, c'est pour gérer un salon de coiffure. N'hésitez pas à postuler. Si vous vous reconnaissez dans Avec les purificateurs pour les salons de coiffure. dans les gens qui savent prendre des décisions, qui ont un esprit compétitif, leadership, pour travailler dans un grand groupe et dans la métallurgie, postulez à Officium Conseil parce qu'ils recherchent du monde et il y a un poste en Martinique de directeur de filiale pour pouvoir gérer une filiale comme votre propre entreprise. Donc ça peut être intéressant. Hein. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, un groupe qui ouvre un deuxième magasin. Donc ça, si vous êtes vraiment dirigeant, vous savez vraiment gérer les finances, n'hésitez pas à postuler pour cet emploi. Et si vous êtes dans l'esthétisme, vous êtes accueillant, vous avez un excellent relationnel, vous savez faire la coiffure et le management, n'hésitez pas à postuler pour ce poste. Donc Officium Conseil, donc c'est Yannick Jotam, je vous redonne le numéro 06 90 95 81 51 06 90 95 81 51. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Est-ce que vous avez un mot rapide pour la fin ? Merci pour l'accueil. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous disiez, c'est que Yannick, pour le coup, m'a pas mal aidé quand j'ai voulu m'implanter en Guadeloupe. Allez-y, parlez de lui alors. Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant, c'est aussi cette connexion qu'on peut faire. Je pense qu'on a parlé beaucoup des réseaux sociaux, mais effectivement, quand on est un entrepreneur, il faut savoir bâtir des réseaux physiques ou virtuels. C'est vraiment un accélérateur et ça, j'encourage vraiment les entrepreneurs qui seraient peut-être un peu plus introvertis à vraiment comprendre que la mise en réseau virtuelle et aussi réelle, c'est un vrai accélérateur. Voilà. Voilà, Guadeloupe, Martinique, vous avez vu, lui, il a fait son agence pour l'emploi, vous avez eu une connexion avec lui, c'est génial. Un mot pour la fin ? Merci de cette entrevue, avec plaisir. De votre accueil. Et puis, je rejoins ce que disait Manuel. Effectivement, aujourd'hui, il faut capitaliser sur tous les réseaux, qu'ils soient physiques ou sociaux. Et je pense que le réseau physique, parce qu'on est passé par 2 ans de Covid, on nous a un peu éloignés sur une phase de distanciel. C'est important de reprendre aussi ces actions-là, parce que d'un point de rencontre, d'un échange, ça peut être dans une station-service, un restaurant, dans une entreprise, de se dire tiens, je savais pas que tu faisais ça, et on peut construire et développer des choses importantes. Donc de ne pas hésiter d'aller discuter, échanger avec les gens. Alors, très rapidement, 10 secondes, pendant que je donnais les offres d'emploi, vous étiez en train de me montrer votre plaquette. Vous recherchez du monde ? Non. C'était juste une allusion par rapport au salon de coiffure. Pensez à vous équiper de purificateurs. Voilà. Avec les polluants qui circulent dans les salons de coiffure, ça protégera aussi bien vos clients que vos employés. Très bien. Alors, merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nous sommes avec les spécialistes de la reconversion professionnelle. Il y a eu beaucoup de demandes depuis le mois de décembre. Je sais que ça a été difficile. Donc, et puis nous, on avait beaucoup de demandes pour passer dans l'émission. Donc, ce sera fait la semaine prochaine. Nous serons avec Madame Telside, que vous connaissez déjà, qui va nous faire un point sur l'évolution, la reconversion professionnelle et qui va faire un suivi pour voir les postes dont on a besoin en Guadeloupe et ce qui est disponible et ce que vous pouvez faire, très important. Et nous serons aussi avec une jeune femme qui a écrit un livre sur le sujet parce qu'elle travaille dessus et on sait que ça fonctionne très bien, surtout avec la crise. Donc à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.